Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Almanach de Ravikian, un livre tout bonnement incroyable, tant il y a de bonnes idées dedans sur chaque page. Pour vous exposer au mieux la pensée de Naval Ravikant, j'ai divisé l'analyse de ce livre en deux grandes parties. La première est sur la richesse, la deuxième est sur le bonheur. Aujourd'hui, on s'attaque à comment devenir riche. Je vous ai découpé cette première partie sur comment devenir riche en trois autres parties. Le plan micro, le plan macro et les autres concepts. On commence tout de suite par l'intro. Alors, pour vous donner un peu plus de contexte sur qui est Naval Ravikant, il faut savoir qu'il est né en 1974 en Inde, à New Delhi. Dès ses 11 ans, il va partir vivre à New York, dans le Queens, avec sa mère et son père. Malheureusement, ça se passe pas très bien et la famille se sépare et la mère doit élever Naval et son frère seul. Dès ses 15 ans, Naval il va devoir faire des petits boulots du coup pour améliorer la qualité de vie de sa famille. Malheureusement, il a un deuxième problème, c'est que Naval il n'a pas beaucoup d'amis. Lui, ce qu'il aime, c'est lire les livres. Mais grâce à cet attrait pour la lecture, Naval il va réussir quelque chose. Il va entrer dans une des écoles les plus prestigieuses de New York, le collège Stuyvesant. Partant de là, il va développer une très bonne capacité à identifier les entreprises à forte croissance, et surtout à identifier le levier qui va leur permettre de s'enrichir. Il fait ainsi partie des premiers investisseurs de grosses entreprises comme Twitter ou Uber. Et tout naturellement, il finit par fonder AngelList, une société qui aide à collecter les fonds ou à connecter les investisseurs avec les startups. Maintenant, on va passer à votre plan macro pour devenir riche. Alors ce plan macro, c'est une première partie pour aborder les concepts de la richesse et quelques règles élémentaires que vous devez garder en tête. Un petit rappel pour commencer de Naval, il n'existe pas de combine pour s'enrichir rapidement. Ce ne sont que des stratagèmes qui permettent à quelqu'un d'autre de s'enrichir sur votre dos. On enchaîne tout de suite avec qu'est-ce que la richesse ? La richesse, c'est détenir des actifs qui vous rapportent quand vous êtes en train de dormir. Donc en fait, c'est un peu ce concept d'avoir une machine qui imprime des billets quand vous ne travaillez pas, donc quand vous dormez, et c'est ça qui vous permet de vous déclarer comme riche. Et donc, tout le monde doit veiller à acquérir une machine à création de billets. C'est comme ça que tout le monde pourrait s'enrichir. D'ailleurs, pour Naval, il devrait y avoir autant d'entrepreneurs que d'habitants sur la Terre. Et là, je me permets un petit écart par rapport à sa pensée pour faire une interprétation personnelle qui est, selon moi, ce qu'il veut dire par là, c'est que même si vous êtes salarié, vous devez prendre une partie de votre temps pour vous et l'investir dans une machine à argent, car chacun, du coup, doit construire sa propre machine à argent, même si vous êtes salarié. Pour Naval, tout le monde peut développer la compétence qui est de gagner de l'argent, grâce à un plan simple. En fait, il suffit de savoir quoi faire, avec qui et quand. On va commencer par le avec qui. Alors pour le avec qui, il faut que vous choisissiez des partenaires très intelligents, dynamiques et surtout intègres. Retenez surtout intègres, car c'est indispensable si vous voulez obtenir des intérêts composés avec vos partenaires. Il ajoute travailler autant que possible, mais ce qui compte le plus, ce sont les gens avec lesquels vous travaillez et les projets pour lesquels vous travaillez. Jouez sur le long terme avec des partenaires de long terme. Les intérêts composés en affaires apportent de plus gros gains et permet un climat de confiance et de plaisir dans les affaires. Il nous parle d'ailleurs d'un de ses associés, je cite « J'adore travailler avec Elad car je sais, dans n'importe quelle transaction, il se met en cadre pour me gratifier d'un petit supplément. Il tranche toujours en ma faveur s'il y a $1 de plus à récupérer par ici ou là. Quand il y a des frais à acquitter, il les pète sa poche sans même me le dire. Il se donne tellement de mal pour me satisfaire que j'essaie de le faire profiter de toutes les opportunités qui s'offrent à moi, de l'associer à tous mes deals, et alors c'est à mon tour de me décarcasser pour couvrir ses dépenses. Les intentions ne comptent pas, les actes si, c'est pour ça qu'il est si difficile d'être vertueux. Il poursuit alors avec « Dans le monde des affaires, quantité de gens sont engagés dans des jeux à somme nulle, ceux qui jouent à des jeux à somme positive ne sont qu'une poignée et se cherchent dans la foule. » Petit détour pour les jeux à somme nulle. Naval nous dit de les ignorer car c'est une perte de temps. En fait, si vous êtes premier, l'autre sera deuxième. Et c'est comme ça pour le sport, la politique, le poker. Ce sont des jeux où il n'y a pas deux gagnants. Si vous êtes premier, quelqu'un d'autre est deuxième. Cela revient à couper un gâteau où chacun essaie d'avoir la plus grosse part. Alors que les jeux à somme positive revient à faire le plus gros gâteau possible pour que tout le monde mange à sa faim. On passe au camp. Alors pour le camp, il donne pas forcément d'informations, mais plus une méthode pour adapter son timing à l'évolution de la société, plutôt que de se résoudre aux fruits du hasard. Je cite
La plus cruciale des compétences à développer pour s'enrichir est de se transformer en un éternel apprenant. Il poursuit. Vous avez 9 mois pour vous mettre à niveau dans n'importe quelle profession qui sera obsolète dans 4 ans tout au plus. Apprendre les bases grâce à un livre ou autre est capital. Toutefois, il faut se spécialiser dans un ou deux domaines. On peut supposer que là, il veut dire que la spécialisation, c'est des domaines d'expertise, tandis que les compétences, ça va plus être des méthodes, comme l'utilisation de l'IA, qui, soit dit en passant, est à la fois une méthode et une compétence, un domaine d'expertise. Prochain concept, un de mes favoris. Il est plus rapide de lire que d'écouter, il est plus rapide de faire que d'observer. Dire que d'écouter, effectivement, on lit plus rapidement que l'on parle ou que l'on écoute. À ça, j'ajoute même une mise en garde face à la facilité qu'est d'écouter, par exemple une vidéo instructive, plutôt que de lire un livre ou un blog sur un sujet plus spécifique. Déjà, on perd beaucoup de temps, mais en plus de ça, notre cerveau, il peut passer en mode paresse et ne pas capter une partie des informations. Donc attention à votre ratio apprentissage par vidéo et livre lu. La deuxième partie, c'est plus rapide de faire que d'observer. C'est un peu le pourquoi je crée moi-même du contenu au lieu d'observer ceux des autres, car faire est plus rapide qu'observer. Le temps que vous allez passer à observer pour atteindre un résultat aurait été divisé par 2 si vous étiez passé directement à l'action en faisant plusieurs itérations jusqu'au résultat voulu. Je répète cette citation, les intentions ne comptent pas, les actes si. Arrêtez d'avoir l'intention de vouloir lancer une newsletter, de faire une chaîne YouTube ou de poster sur LinkedIn, faites-le. Plus tard dans le livre, il retourne sur ce propos et il dit « La seule façon d'apprendre quelque chose pour de bon, c'est de le faire. Alors oui, écoutez les conseils, mais n'attendez pas. Maintenant, on va passer à savoir quoi faire. Vous pouvez devenir riche en donnant à la société ce qu'elle veut, mais qu'elle ne sait pas se procurer. » Ici, on retrouve un peu le principe du produit market fit. Et ça me fait aussi penser à cette phrase de Zig Ziglar. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Je vais revenir sur le savoir quoi faire dans la deuxième partie qui est le plan micro pour parler un peu plus du savoir spécifique. Mais avant ça, je vais aborder un dernier point dans les concepts macro, point qui va être la puissance d'un levier pour multiplier vos gains. Rappel de physique, un levier c'est quoi? C'est une tige rigide qui permet de multiplier la force exercée sur un point. Le but est simple, avec l'effet de levier, vos décisions pèsent beaucoup plus que le temps que vous investissez. Naval nous dit, l'effet levier provient du capital et des personnes, mais aussi des produits dont le coût marginal de réplication est nul. Exemple, code et médias. En soi, ça nous fait 3 leviers différents. Le premier, la main d'œuvre. Vous faites travailler les autres pour votre machine à cash. Le deuxième, l'argent, très efficace, le plus dominant du XXe siècle. Le capital se prête particulièrement bien aux croissances d'échelle et il est plus facile de gérer un stock croissant de capitaux financiers qu'un stock croissant de capitaux humains. Et enfin, le troisième levier, les produits dont le coût de réplication marginal est nul. Le levier le plus démocratique sont en aval où règnent 2 grands domaines, les médias où on retrouve les films, les vidéos YouTube ou le livre, et l'informatique, plus précisément le codage, qui ont un coût de production de réplication quasi nul. En plus de ça, le code informatique ou les médias sont des leviers qui ne nécessitent pas de consentement d'autrui. Vous pouvez les déclencher vous-même. Ici, il cite des exemples de personnes qui se sont enrichies grâce à ces leviers, tels que Mark Zuckerberg, Bezos ou Steve Jobs. Mais nous, on peut même penser à d'autres leviers dans les médias tels que Squeezie ou encore MrBeast. Naval nous donne d'ailleurs un exemple concret de levier. Si vous êtes homme à tout faire, alors vous gagnez $20 de l'heure, et en fait, vous n'avez pas de levier. Le maître d'œuvre, lui, qui fait travailler les hommes à tout faire, gagne $50 000 par opération. Il a un savoir plus spécifique et il a le levier qui est le travail. Mais le promoteur immobilier, lui, va gagner entre 500 000 et $1 million par opération. Le promoteur a encore plus de levier sur le capital et en plus de ça, il a un savoir encore plus spécifique pour ne pas prendre de risques avec ce capital. Pause. Je vous parle là du savoir spécifique, ne vous inquiétez pas, on y arrive dès la prochaine partie. Juste avant le sommet de la pyramide, nous avons le gestionnaire de fonds immobiliers avec un savoir encore plus spécifique et un capital monstrueux. Et au bout de cette pyramide, si on ajoute un peu de code, un peu de médias, on obtient les plus gros sites d'immobilier des USA qui sont valorisés à plusieurs millions voire milliards de dollars. Du coup, j'enchaîne tout de suite avec le plan micro, c'est-à-dire concrètement dans la réalité, on fait quoi? Alors du coup, il va falloir acquérir un savoir dit spécifique. Quelles sont les caractéristiques de ce savoir spécifique? 1. Il ne s'enseigne pas. Il est l'intersection entre vos intérêts profonds et vos passions. Exemple, la psychologie et les voitures. Si
Vous développez votre propre savoir spécifique, vous aurez le sentiment de jouer quand vous travaillez. Et enfin, il est très technique ou créatif et ne peut être sous-traité ou automatisé. Exemple, un décryptage des campagnes de pub des différentes marques de voitures comme Bugatti, McLaren ou Ferrari. Là, on est sur un savoir spécifique qui lie les voitures et la psychologie. Le capital s'obtient si vous appliquez votre savoir spécifique et vous en montrez les résultats et bénéfices. Enfin, les compétences de vente sont un savoir spécifique, on ne les apprend pas sur les bancs de l'école. Et pour ce savoir spécifique, il faut savoir une chose, vous pouvez passer des décennies à trouver le truc dont vous avez le super pouvoir. Le but, c'est de devenir le champion du monde dans ce savoir spécifique. À ça, il ajoute, tant que ce n'est pas vrai, redéfinissez les contours de votre activité jusqu'à ce que ça le devienne. Je vous ai mis mon exemple de redéfinition des contours jusqu'à ce que mon savoir devienne ultra spécifique. L'exemple commence par « j'adore les voitures ». Mais ce n'est pas assez spécifique. Donc, j'adore les moteurs de voitures. Mais toujours pas assez spécifique. J'adore les moteurs de voitures thermiques. Toujours pas assez spécifique parce qu'il y a quand même plein de gens qui adorent les moteurs de voitures thermiques. Alors je vais changer par « je suis passionné de conversion à l'éthanol de moteurs essence ». Mais toujours pas assez spécifique, je suis toujours pas le meilleur. Donc je vais encore aller plus loin et je vais dire je suis le plus grand connaisseur de conversion à l'éthanol des voitures françaises, entre parenthèses Peugeot, Renault, Citroën, dans les années 90 et 2000. Et maintenant, trouver un levier pour utiliser ce savoir spécifique, c'est-à-dire soit l'argent, soit le travail, soit le codage, soit les médias. Il ajoute, construisez une carrière qui vous intéresse profondément plutôt que de vous tourner vers des secteurs qui rapportent. C'est de vos passions et de vos loisirs que viendront les connaissances que vous serez seul à maîtriser. Alors il développe encore plus la pensée, mais moi je trouve que ça part un peu dans des limites, mais je vais vous raconter ça quand même. Fixez-vous un taux horaire idéal très ambitieux et ne vous en écartez pas. Si le chiffre ne paraît pas ridiculement élevé, y compris à vos yeux, c'est qu'il est insuffisant. Payez pour économiser votre temps si le prix est plus faible que votre taux horaire. Vous ne vaudrez jamais plus que ce que vous estimez valoir. À 22 ans, il estimait qu'une heure de son temps valait 5000 $, mentalité américaine contre mentalité française. Selon lui, l'année où il a le moins travaillé, il s'est enrichi le plus. Je cite, « C'est alors que j'ai trouvé le temps de m'occuper du projet qui me tenait le plus à cœur. En faisant les choses pour le plaisir, je m'en suis mieux sorti que jamais. » Clairement, la majorité des personnes ne peuvent pas accomplir un tel résultat. C'est-à-dire qu'en travaillant moins, s'enrichir plus, ça ne fonctionne pas pour la majorité des gens. Et la majorité des gens d'ailleurs n'ont pas pour hobby de monter des entreprises ou de lire des livres. Pour voir à quel point on est dans sa vision, il poursuit même avec « résoudre des problèmes m'intéresse beaucoup plus que m'enrichir », puis « personne n'est meilleur que vous à être vous ». Je monte des boîtes parce que cela m'amuse, parce que le produit m'intéresse. Je suis tout le temps en train de travailler. Tout ce que je fais, c'est jouer 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Quand on lit ça, on peut se poser les limites de la réplicabilité de ce modèle. Quand vous êtes quelqu'un de normal qui n'a pas forcément une passion sur laquelle il va passer 16 heures par jour, 7 jours sur 7. J'en ai fini pour le savoir spécifique et maintenant on replace à notre plan micro. Évitez les cyniques et les pessimistes, leurs croyances sont auto-réalisatrices. Et ça comprend vous comme moi, chaque jour où vous bossez sur votre business, vous devez l'avoir en tête. C'est une règle essentielle que je vous répète, évitez les cyniques et les pessimistes, leurs croyances sont auto-réalisatrices. Si vous êtes indécis, c'est que la réponse est non. Pourquoi ? Car il y a plein de bonnes options. Choisissez la difficulté à court terme plutôt qu'une difficulté sur le long terme si vous êtes indécis. Pourquoi ? Car votre cerveau survalorise la solution de bien-être immédiat et par conséquent la solution sans difficulté immédiate. Le code et les médias sont des leviers sur lesquels aucun consentement n'est nécessaire. Ils sont le levier des nouvelles fortunes. Là, ce qui me vient en tête, c'est Guillaume Houbèche avec Lemlist, qui a fusionné à la fois le contenu des articles et des vidéos avec le code pour aider les entreprises à prospecter. Et aujourd'hui, Lemlist est valorisé à 150 millions de $. Si vous ne savez pas coder, faites des vidéos, blogs, podcasts ou autres. Écrivez des livres. Je vais vous raconter un petit fait personnel sur moi. Quand j'étais petit, je me suis souvent idéalisé mon futur. Moi qui devenais riche en restant dans l'ombre, vous savez, un peu comme les agents secrets et un peu comme le proverbe qui dit « vivons heureux, vivons cachés ».
Mais dites-vous que si vous étiez un peu comme moi, vous vous handicapez d'un des deux leviers d'enrichissement les plus démocratiques qu'il y ait. Je vous rassure, je me soigne, maintenant je fais des vidéos. Acceptez de rendre des comptes. Nous restons programmés pour éviter d'associer publiquement notre nom à une situation d'échec. Le risque encouru est d'être la dernière personne à récupérer sa mise de départ et aussi la dernière personne à être payée. La plupart des personnes vous pardonneront vos échecs si vous avez fait preuve d'honnêteté et d'intégrité dans vos efforts. Construisez votre marque sur Twitter ou sur YouTube et offrez gratuitement vos services. Faites-vous un nom en prenant des risques au passage. Vous devez savoir vendre ou fabriquer. Fabriquer avec une définition large, c'est-à-dire que vous pouvez fabriquer des logos d'entreprise comme des gammes de produits, comme une nouvelle technologie ou comme un programme informatique. Et quand il parle de vente, c'est aussi une définition large qui regroupe la publicité, la communication, le marketing, le recrutement ou les relations publiques. Intégrer les petites compagnies où la promotion n'est pas entravée par la structure. Si on regarde les réussites les plus éclatantes de la Silicon Valley, on s'aperçoit que ce sont des personnes qui ont percé très tôt dans leur carrière, soit VP ou DG, ou directement lancé leur entreprise. En début de carrière, mais c'est sans doute aussi vrai plus tard, le principal intérêt d'une entreprise tient au réseau que vous pouvez y construire. À propos du réseautage, dès l'instant où vous proposez quelque chose d'intéressant, de plus en plus de gens auront envie de vous connaître. Chercher à nouer des relations commerciales avant d'avoir conçu son produit ne sert strictement à rien. Alors j'ai trouvé cette phrase assez intéressante, mais toutefois elle est un peu contradictoire avec ce qu'il nous a dit dans le chapitre macro, où il nous parlait du coup de travailler sur les bons projets avec les bonnes personnes au bon moment. Savoir si l'on peut se fier à quelqu'un. Si vous rencontrez quelqu'un qui passe son temps à clamer son honnêteté, dites-vous qu'il est probablement malhonnête. Une personne qui ne cesse d'exalter ses propres valeurs ou de se faire mousser a forcément quelque chose qu'il veut camoufler. Les requins sont bien nourris, mais toute leur vie sont cernés par d'autres requins. Votre véritable objectif doit être la liberté. Deux solutions, soit vous vous enrichissez, soit vous réduisez votre train de vie. Soyez patient. Tous les gens doués et déterminés que j'ai croisés dans la Silicon Valley ont fini par devenir riches. Le plus souvent, pour s'enrichir, il faut devenir un bourreau de travail, subir le stress et l'anxiété, développer un esprit de compétition. Vous avez été programmé pour l'anxiété à haute dose, maintenant il faut vous apprendre à être heureux. Maintenant je vais passer à la dernière partie, les autres concepts que j'ai quand même trouvé vachement intéressants mais que j'ai pas forcément intégré ni dans la partie macro ni dans la partie micro. Ça commence par le discernement. Il n'y a pas de raccourci pour l'intelligence. La sagesse consiste à comprendre les conséquences de ses actes sur le long terme. Appliqué à des problèmes externes, cela devient le discernement. Naval nous dit qu'il préfère maîtriser les bases pour les transposer dans d'autres domaines plutôt que les concepts complexes qui donnent juste l'impression d'être un initié et qui bloqueront votre raisonnement si vous devez vous mettre à penser par vous-même. Toujours sur le discernement, les conclusions qui servent vos intérêts doivent faire l'objet d'un examen plus rigoureux que les autres. Il nous donne aussi le conseil de collectionner les modèles mentaux. Qu'est-ce que sont les modèles mentaux? En fait, les modèles mentaux, c'est un compactage de connaissances pour mieux les mobiliser. Autrement dit, c'est une sorte de schéma de pensée qui simplifie votre compréhension du monde et qui a pour but de nous aider à choisir ou à résoudre des problèmes. Il dit d'ailleurs beaucoup apprécier les modèles mentaux de Charlie Munger, de Warren Buffett, de Nassim Taleb ou encore de Benjamin Franklin. Mais comment développer de nouveaux modèles mentaux? Lire beaucoup. À propos de la lecture, je n'ai pas envie de lire tout ce qui existe, je veux juste lire les 100 plus grands bouquins. La lecture n'est pas une course, plus un livre est bon, plus il doit être dégusté lentement. Ces conseils de lecture: lire les plus grands mathématiciens, scientifiques et philosophes. Prendre de la hauteur pour ne pas être dans le bruit ambiant, c'est-à-dire faire attention aux lectures à la mode. Ne pas s'identifier à un clan. Il prend l'exemple d'une idée qu'un politicien présente et qu'il trouve bonne. Mais ça ne veut pas dire qu'il va adhérer à ce clan et à cette politique juste parce qu'il apprécie une idée et défendre les autres idées. La vérité avant l'approbation sociale. Lire toutes sortes de livres. Votre incompréhension est comme une douleur que vous ressentez lorsque vous faites de l'exercice de gym. Assurez-vous d'avoir des fondations d'une qualité irréprochable. Comment? S'en tenir à la science pour la simple raison que peu de personnes contestent le fait que 2 et 2 font 4. Basez-vous sur les classiques. Darwin, Adam Smith, Hayek, Ludwig von Mises ou encore Marx. Un livre qui a traversé plusieurs siècles est nécessairement passé par un bon nombre de filtres avant que nous le lisons. Quels autres sujets étudier? Et là il nous dit
étudier la microéconomie, la théorie des jeux, la psychologie, les techniques de persuasion, l'éthique, les mathématiques et l'informatique. Si vous vous lancez dans une niche aujourd'hui, peut-être que cette phrase peut vous aider. Je vais conclure la fin de cette première analyse de la partie richesse de Naval avec les écrits de l'auteur qui a interrogé Naval et qui a retranscrit ce livre, Erik Jorgensen. Je me surprends à réouvrir le livre quand je m'apprête à faire un investissement important ou à feuilleter les pages consacrées au bonheur quand je perds le nord. Tout compartiment de mon existence y ont gagné en clarté, en assurance et en sérénité. Et ma conclusion est la même. En lisant ce livre, ce que vous allez trouver, c'est des bouts d'idées, des phrases déjà entendues qui résonnent en vous. Et ce raisonnement de fond, il vous donnera une plus grande lucidité dans votre business ou dans votre vie. Je vous conseille vraiment d'ailleurs de lire ce livre, le lire en entier, car il y a une argumentation très construite autour de ces conseils. Ça vous permettra de mieux les ancrer en vous et de mieux les comprendre. J'ai commencé par la première partie en vous parlant de l'argent, mais pour moi la partie la plus intéressante reste celle sur le bonheur, où je vais vous teaser avec une petite citation. Ne vous prenez pas trop au sérieux, vous n'êtes rien qu'un singe avec un projet. C'était Nicolas, je vous souhaite une bonne journée à tous, à plus, ciao.